Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Ruquier, Depardieu, Pierre Richard, Anticor, bientôt effacé. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voudrais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles comme Yvan Guérin, Michel Nalamène, Benoît Maestro, Gilles Gueneg, Ambroche, France, Nicolège, Monique Montagnan, Alain Truel et ma chère Anissé. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages. Vous êtes nombreux à m'avoir souhaité joyeux Noël. Alors je le fais avec évidemment un peu de retard. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Et puis on continue le combat pour 2024, les pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On va commencer par l'affaire qui occupe les médias, l'affaire Gérard Depardieu. En effet, le 7 décembre, les journalistes de Complément d'Enquête tournent un reportage entièrement à charge contre Gérard Depardieu. Il y avait des éléments assez curieux dans ce documentaire, notamment 2 minutes où Gérard Depardieu, en roue libre, prononce des propos tout à fait inadmissibles, notamment sur une fillette. Seulement, il y avait une chose étonnante. Comment se fait-il que Gérard Depardieu parle face caméra et puisse dire de telles choses ? Eh bien, on a su quelque temps après que ce n'était pas un reportage, mais une fiction. Pour Jérémy Assous, avocat de Yann Moix, qui a donc tourné une fiction sur Gérard Depardieu en Corée du Nord, où Gérard Depardieu a été invité à dire de telles insanités. Diffusée par Complément d'Enquête sur Depardieu est une fiction et non un documentaire. Depardieu y tient son propre rôle en le surjouant à la demande du réalisateur, évidemment, pour faire du buzz. De plus, la bande-son ne correspondrait pas aux images diffusées. Je reviendrai sur cette affirmation dans un instant, mais il y a déjà des éléments importants. Yann Moix s'est donc fait voler des images de sa propre fiction par Complément d'Enquête. Et les journalistes de Complément d'Enquête n'ont pas averti les téléspectateurs qu'il ne s'agissait pas d'un reportage, mais d'une fiction. On ne peut pas reprocher à Gérard Depardieu de jouer ou de surjouer son rôle. De drôles de méthodes chez les journalistes du service public. C'est d'ailleurs ce que vient confirmer Yann Moix au journal du dimanche. J'ai été volé par mon propre producteur. Comment cela s'est-il passé ? Cela a été rendu possible par la violation du droit moral du réalisateur que je suis. Des rushs de mon film intitulé 70, tourné en 2019 à Pyongyang, et que vous avez vu parce que je vous ai envoyé le lien Vimeo il y a 2 mois, m'ont été volés par mon propre producteur, Anthony Dufour, qui a donc fourni ces images à Complément d'Enquête de la société Ikari. Cela fait des mois que mes avocats essaient de récupérer mon montage. Les tractations n'avançaient pas. On comprend à présent pourquoi. Plutôt que de me rendre mon film ou de le sortir en salle comme prévu, Anthony Dufour a préféré produire et réaliser un complément d'enquête dans mon dos, avec mon travail dans le but de faire un documentaire à charge sur Gérard Depardieu. Mes images sont désormais décontextualisées, ce qui est immonde pour ma personne et pour celle de Gérard Depardieu. Cela s'appelle du vol et de l'abus de confiance, ni plus ni moins. C'est sévèrement puni par la loi puisque cela relève du pénal, conclut Yann Moix. Si on doit dresser le bilan des derniers numéros de Complément d'Enquête, vous savez que j'ai fait 2 entretiens sur le sujet, Le Puy du Fou et sur Hanouna. Quels sont les points communs avec celui de Depardieu ? Eh bien, des documentaires à charge, des témoignages douteux, des bidouillages, et puis de la moraline assez bas de gamme. Oui, on a vraiment du journalisme digne du service public. Mais pour autant, est-ce que Complément d'Enquête a bidouillé les images, les fameuses images sur la petite enfance de Gérard Depardieu ? C'est ce qu'affirme la défense de Gérard Depardieu. Donc ce journaliste, Anthony Dufour, celui qui a volé les images, réalise une véritable mise en scène, procédant par plans de coupe dont on sait qu'ils sont nécessairement suspects, puisqu'on peut les monter comme on le veut, en les illustrant d'une musique mélodramatique et d'une voix off non sans efficacité. Lit-on dans cette tribune donc de Yann Moix. Selon Yann Moix, ce montage est frauduleux. Ses propos ne désignaient pas une petite fille. Au cours d'une visite d'un centre équestre, l'on entendait l'acteur tenir visiblement sur une enfant des propos pour le moins graveleux.
L'accusation est extrêmement grave. Il s'agit d'un trucage d'informations. Le peu de crédibilité du service public est en jeu. Et puis de l'autre côté, on peut aussi imaginer que la défense de Gérard Depardieu a proféré de fausses accusations afin d'innocenter justement leurs clients. Il fallait une réponse, tout le monde l'attendait, il faut les rushs de complément d'enquête. Eh bien, ce fut fait le 23 décembre. Il n'y a aucun doute et aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la jeune fille à l'image qui est ciblée par les propos de Gérard Depardieu, a assuré le groupe de télévision publique, selon qui le reportage de complément d'enquête sur Gérard Depardieu a été réalisé dans le plus grand respect des règles déontologiques. Non, j'ai montré d'ailleurs qu'ils avaient essayé de manipuler les téléspectateurs en oubliant de dire qu'il ne s'agissait pas d'un reportage mais d'une fiction. Mandaté jeudi pour authentifier et certifier les images et les propos concernés, un huissier a pu visionner les rushs, les images brutes, sans montage, a indiqué France Télévisions. Il atteste dans son constat qu'il s'agit d'une seule et même séquence montrant Gérard Depardieu regardant une démonstration équestre. Il atteste également qu'au cours de la séquence, il a pu constater les propos tenus par Gérard Depardieu et qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. Est-ce que pour autant la défense de Gérard Depardieu, attention, seulement pour les propos tenus à Pyongyang, tombe à l'eau? Eh bien non, puisqu'il s'agit d'une œuvre de fiction et non pas d'un reportage. Mais vous le savez, il y a un autre volet, Gérard Depardieu est accusé par 14 jeunes filles d'agression ou de harcèlement. Dans ces conditions, ce n'est pas à moi de juger, mais à la justice, qu'elle fasse son travail. Et là, nous devons faire le distinguo entre l'artiste Gérard Depardieu, qui a pu nous enchanter dans toute une série de films, voire de téléfilms, et puis l'homme Gérard Depardieu, qui a pu mal se comporter et qui doit être sanctionné par la justice. Est-ce qu'on doit effacer Gérard Depardieu? Certainement pas. Et puis, dans le scandale Gérard Depardieu, il y a un autre scandale, celui du président de la République. Les soupçons de la famille et du président. Cette réaction intervient après des déclarations du président Emmanuel Macron mercredi sur France 5, laissant entendre que la séquence avait pu être modifiée. Eh bien, on a vu que pas du tout. Au montage, mais qu'est-ce qui a pris à Emmanuel Macron? Je me méfie du contexte. Vous avez compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Vous avez entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images, avait déclaré Emmanuel Macron, qui avait également dénoncé une chasse à l'homme contre Gérard Depardieu. Il faudrait peut-être rappeler au président de la République que sa parole doit être rare, qu'elle doit être mesurée. Il ne peut pas s'appuyer que sur des ragots et sur des polémiques. Il aurait pu vérifier auprès du service public si le reportage avait été oui ou non bidouillé. C'est extrêmement grave de voir un président de la République s'immiscer dans une affaire de justice. Comme on l'a dit précédemment, c'est à la justice de trancher et non pas au président de la République. Et puis sur le sujet, on a l'impression que Emmanuel Macron, comment dirais-je, a une forme de sensibilité. Il a été soutenu lors de sa campagne par Danny Cohn-Bendit, le spécialiste de la petite enfance. Il vient de renommer à la tête de l'Institut du monde arabe Jack Lang. Oui, on a l'impression que pour défendre certains individus, Emmanuel Macron monte en ligne. C'est aussi le cas de très nombreux artistes. N'effacez pas Gérard Depardieu, l'appel des 50 personnalités du monde de la culture. Alors, ils le font par amitié, je ne peux pas condamner cela, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Gérard Depardieu, mais ceux qui l'ont fait par amitié, eh bien, se retrouvent à leur tour, ni plus ni moins, effacés, comme Pierre Richard. Après Depardieu, c'est au tour de Pierre Richard d'être effacé de notre mémoire. Le fait que Pierre Richard signe cette tribune, que je viens de vous montrer, sur Gérard Depardieu, n'est pas compatible avec notre association de protection de l'enfance. C'est pourquoi nous avons décidé de cesser notre collaboration avec l'acteur. Explique Laurent Boyer de l'association Les Papillons. C'est une association consacrée à la protection de l'enfance. Voilà, Pierre Richard a fait bénéficier à cette association de sa notoriété, il lui a permis de grandir, d'être connu, et bien en remerciement, il est ni plus ni moins effacé comme un malpropre. Car quel est le délit de Pierre Richard? Il n'y en a pas. Il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression. Vous les connaissez, tous ces woks. Si vous n'hurlez pas avec eux, si vous n'hurlez pas avec la meute de loups, eh bien, ils vous effacent. Ils vous font disparaître. Une époque véritablement déplorable. Et puis, il n'y a pas que Pierre Richard et Gérard Depardieu qui sont effacés. Il y a maintenant
Anticor. Vous savez, Anticor lutte contre la corruption. C'est pour cette raison que nous avons en titre « C'est un cadeau de Noël pour les corrupteurs ». L'association Anticor perd son agrément qui lui permet de porter en justice ses enquêtes de corruption. Les raisons sont-elles politiques? Est-ce que Anticor gênerait le pouvoir? Parce qu'Anticor a été créé en 2002 et est impliqué dans plus de 160 procédures, dont l'attribution du mondial de football au Qatar, ou encore l'enquête pour prise illégale d'intérêt visant le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Des plaintes d'Anticor ont entraîné des poursuites concernant la cession de la branche énergie d'Alstom à General Electric et une enquête préliminaire dans les contrats russes d'Alexandre Benalla, l'ex-conseiller du président de la République Emmanuel Macron. On sait également que la première ministre Elisabeth Borne est visée par des enquêtes d'Anticor. Lorsque nous avons déposé notre demande d'agrément, nous avions déjà souligné un risque de conflit d'intérêts dans deux dossiers, celui de la tour Triangle à Paris. Madame Borne était directrice de l'urbanisme à l'époque. Et celui des autoroutes. Madame Borne était au cabinet de la ministre Ségolène Royal à l'époque, explique Elise Van Beneden, présidente du bureau d'Anticor. En juin, l'association avait déposé une plainte contre X, soupçonnant que les concessionnaires d'autoroutes aient pu être favorisés par le gouvernement Valls lors de la conclusion du plan de relance autoroutier PLA en 2015. C'est Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l'Élysée, et Elisabeth Borne, qui s'était occupé des négociations, avait alors relevé l'émission Complément d'enquête et l'hebdomadaire Marianne qui avait révélé la plainte. Pour mémoire, c'est l'ancien Premier ministre Castex qui avait porté les premiers coups contre l'association Anticor. Après 2 ans de procédure, Anticor vient de perdre son agrément. Et je pense que nous en connaissons suffisamment les raisons. Est-ce qu'il y a un motif d'espoir? Oui, peut-être. Il y a un appel. Est-ce qu'il reste des contre-pouvoirs libres en France? Le Conseil constitutionnel? Le Conseil d'État? Les parlements? On a l'impression qu'à chaque fois, la pieuvre macroniste étend ses tentacules un peu partout. Non, le seul contre-pouvoir qui reste, vous le savez, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent absolument les contrôler. Michael Schellenberger, les principales sources de désinformation et de discours de haine sont les gouvernements et les grands médias. Ils ont mené une série de campagnes de désinformation haineuses et diffusé de folles théories du complot pour saper la démocratie et dissimuler leurs échecs, par exemple sur l'origine du Covid ou sur l'ordinateur portable d'Hunter Biden. Les gouvernements et les grands médias se heurtent à la liberté d'expression telle qu'on la trouve sur l'ex-Twitter X d'Elon Musk. En effet, sur ce réseau social, vous avez les citoyens et les journalistes de la réinformation qui peuvent dénoncer leurs mensonges, leurs manipulations, leurs plans médias, leur narratif afin de vous tromper. Vous comprenez donc qu'ils sont très inquiets de voir se développer ce X d'Elon Musk. Qu'ont-ils décidé? Vous vous en souvenez, Thierry Breton veut fermer X d'Elon Musk, il veut fermer un contre-pouvoir, il veut fermer la presse citoyenne. Et ce qu'il y a d'absolument abominable dans cette chose, c'est que les journalistes aux ordres participent à cette volonté. Ils organisent des campagnes de dénigrement contre Elon Musk. Ils l'accusent d'extrême droite et dans ces conditions, ils nous expliquent qu'ils vont quitter X, comme Yann Barthès de Quotidien. Chose promise, chose due. Adieu X. Détail croustillant, nous sommes le 27 décembre et j'ai pu faire cette capture d'écran de Quotidien de Yann Barthès. Et qu'est-ce que vous constatez? Que contrairement à la mise en scène du 22 décembre, le site Quotidien n'est pas du tout fermé. À quoi ressemble la parole d'un journaliste aux ordres? Cela ressemble énormément à une fake news. Alors, contre X, ils font leur travail de caniche du pouvoir, mais également ils en veulent à X parce que X peut leur faire perdre beaucoup d'argent. Je m'explique. Les médias dominants passent leur temps à critiquer X, notamment pour désinformation. La véritable raison pour laquelle les médias attaquent X n'est pas la désinformation, c'est qu'ils y perdent énormément de lecteurs. Moins 20% de trafic en un an. Si vous avez moins de lecteurs, vous avez moins de publicité. Si vous avez moins de publicité, vous avez moins de revenus. Est-ce qu'il faudrait rappeler à ces médias aux ordres que s'ils faisaient convenablement leur boulot, s'ils arrêtaient de suivre essentiellement les narratifs de ceux qui nous gouvernent, peut-être qu'ils gagneraient des lecteurs. Dans un monde idéal, la presse doit être un contre-pouvoir. J'ai parlé de contre-pouvoir, on sait bien qu'Emmanuel Macron veut les museler, ces contre-pouvoirs.
Et on comprend pourquoi il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un scandale. Le 23 décembre, on avait appris que la ministre Agnès Firmin, pharmacienne de profession, avait reçu pour plus de 20 000 euros de cadeaux du laboratoire Urgo, champagne, montres de luxe, etc. Des cadeaux pourtant interdits depuis 1993 et leur liste donne le tournis. La nouvelle ministre de la Santé Agnès Firmin Lebaudot est suspectée d'avoir reçu des cadeaux non déclarés de l'industrie pharmaceutique. Des montres de luxe Omega Longines Tiger, une Apple Watch, 3 iPhones, une enceinte de Vialet qui coûte un pognon de dingue, 42 bouteilles de champagne. On peut imaginer que ce n'était pas le premier prix de chez Auchan, plus 10 magnums de champagne, 36 bouteilles de Bordeaux et du bon encore, et une TV Samsung. Quelle est la meilleure preuve de la collusion entre le pouvoir politique et l'industrie pharmaceutique qu'Agnès Firmin Lebaudot? Vous avez donc cette haut fonctionnaire qui travaillait au ministère de la Santé qui est choisie alors qu'elle est sous enquête parce qu'elle a touché des cadeaux qu'elle n'aurait pas dû toucher. C'est une illustration de la Macronie, mais également de ce que nous avons vécu pendant la période de la pandémie. Si vous voulez comprendre ce qui se passe pendant la période de la pandémie, vous regardez Agnès Firmin Lebaudot. Collusion. Et les scandales s'enchaînent les uns après les autres. Cette fois-ci, c'est Clément Beaune. Énorme. Le Canard enchaîné fait ce soir une révélation accablante pour le ministre des Transports, Clément Beaune. On apprend que le ministre macroniste a parcouru près de 1000 km en avion pour prendre devant les caméras le nouveau train de nuit Berlin-Paris. Décidément, tout est bidon et mensonge en Macronie. Et oui, le narratif. Y a-t-il seulement un seul ministre sans casserole? Manifestement non. Tous dehors, vite! Et c'est ce Clément Beaune qui va vous culpabiliser sur votre empreinte carbone. Vous avez à peine eu le temps de vous remettre de votre indignation qu'un nouveau scandale surgit. Cette fois-ci, c'est la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache qui a domicilié l'une de ses sociétés, du temps où elle travaillait dans l'audiovisuel, chez un Corse, condamné dans l'affaire du cercle de jeux Wagram. Ils ont un don dans ce gouvernement pour se vautrer dans les embrouilles, dit ironiquement Gilbert Collard. Oui, les scandales sont sans fin. Normalement, dans une démocratie, ce gouvernement aurait dû sauter depuis très longtemps. La presse aurait dû faire son travail. Eh bien non. Vous savez, tout est verrouillé et c'est ainsi que Emmanuel Macron peut apparaître et dire ce genre de choses qui est est un autre scandale en soi. Loi immigration, Emmanuel Macron a officiellement saisi le Conseil constitutionnel. Alors que le gouvernement a été poussé au compromis avec la droite pour s'assurer d'une majorité à l'Assemblée nationale sur ce texte, le président mise dorénavant sur les sages, entre guillemets, de la rue de Montpensier, Conseil constitutionnel, pour censurer certaines dispositions. Remarquez la pudeur du journaliste du Figaro qui utilise le verbe miser. Le président mise. Non, le président mise pas. Il compte. Emmanuel Macron compte dorénavant sur les sages de la rue de Montpensier pour censurer certaines dispositions. Emmanuel Macron a nommé suffisamment de sages, entre guillemets, rue de Montpensier au Conseil constitutionnel pour s'en assurer, la fidélité. Et puis on se rappelle pendant la pandémie que ce Conseil constitutionnel a validé le pass sanitaire et le pass vaccinal alors qu'ils étaient ces deux passes anticonstitutionnels. Oui, ils suivent comme un caniche Emmanuel Macron. Alors quand on dit que dans la République française, le Conseil constitutionnel est un contre-pouvoir, j'ai l'impression que c'est une vaste blague. Et puis nos journalistes aux ordres ont quand même du boulot. Ils devraient quand même débunker ce tweet d'Elisabeth Borne. 4,6% en 2023, nos émissions de CO2 continuent à baisser à un rythme inédit. Nous sommes sur la bonne voie pour que la France atteigne ses objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais comment peut-on se vanter de ses propres échecs? Ben voilà, nous sommes dans la réduction de gaz à effet de serre. Vous n'aurez pas un journaliste aux ordres qui pourrait aller à l'encontre de ce narratif. Si, il y a bien des gens qui vont à l'encontre de ces narratifs, mais ils sont sur les réseaux sociaux, comme Philippe Murer. La baisse de la consommation d'énergie, ce sont des entreprises qui font faillite ou réduisent leur production, des ménages qui ne se chauffent plus faute d'argent. Les macronistes sont si ignobles qu'ils s'en vantent. Il faut une énergie évidemment propre et peu chère et non moins d'énergie. L'énergie nucléaire peut être une bonne solution pour avoir une énergie abondante. Est-ce que les Français suivent ce genre de choses? Eh bien, de moins en moins. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils s'informent et ne suivent plus tous ces journalistes aux ordres insupportables
comme Laurent Ruquier. Dernière minute, Laurent Ruquier annonce ce matin son départ de BFM TV. J'ai décidé de ne pas continuer l'aventure commencée fin septembre. Les raisons, nous les connaissons. Laurent Ruquier a décidé d'abandonner son émission BFM TV qu'il a débutée fin septembre. Normal, son audience était tellement ridicule que même la chaîne pour enfants Gulli était plus suivie à cette heure. Un petit conseil, monsieur Ruquier. Les gens en ont assez qu'on leur fasse la leçon, qu'on les insulte de racistes, de misogynes ou d'homophobes. Vous avez assez gagné votre vie, prenez votre retraite. Pour rappel, Laurent Ruquier avait commencé sa carrière au début des années 90 chez Jacques Martin en tant que chansonnier, en tant que comique pas drôle. Il avait gravi tous les échelons du politiquement correct, c'est pour cette raison que le pouvoir lui avait confié, sur le service public, les grandes émissions d'information. Et pendant des années, il a imposé son diktat contre le plus grand nombre. Eh bien, les Français en ont assez et lui ont dit bye bye, plus d'audience. Ça, c'est un effacement positif, c'est-à-dire vous ne convenez pas. Au revoir, ce n'est pas le fait d'une petite minorité qui impose sa volonté au plus grand nombre, comme les woke, qui sont très minoritaires, et ils imposent leur effacement à l'ensemble de la population française. Vous avez un autre média qui est également dans la tourmente, Libération. Ils ont publié un manifeste contre Noël. Il faut mettre fin à Noël. Et pour quelle raison? Et là, nous avons les yeux, comment dirais-je, écarquillés. Surconsommation de cadeaux et de nourriture. Pénible pièce de théâtre familiale pour les uns. Extrême solitude pour les autres. Et oui, on a les yeux écarquillés devant la faiblesse de cette argumentation. Elle est tellement grotesque on se demande si on va même user de notre salive pour la débunker. J'ai l'impression de lire la copie d'un ado attardé de 12 ans. J'aime bien le deuxième argument. Allez, pénible pièce de théâtre familiale pour les uns. C'est-à-dire que, puisque les journalistes de Libération n'aiment pas Noël, il faudrait supprimer Noël avec tout le Roland d'André Gide, famille je vouais. Et puis ce ne sont pas ces journalistes de Libération qui nous expliquent que pour les autres religions, en tout cas les autres fêtes religieuses des autres religions, cela permet de réunir la famille. On dirait qu'il y a comme deux poids, deux mesures. Vous ne reconnaissez pas l'idéologie woke par hasard? Et oui, quelques bobos de centre-ville essaient d'imposer leur volonté à l'ensemble de la population française. Il y a quelque chose, comment dirais-je, même pas de révoltant, oui, de pathétique, de ridicule. Je dis bien pathétique et ridicule parce que il y a de moins en moins de lecteurs à Libération et lorsqu'on lit la qualité de ce type de manifeste, on comprend pourquoi. Pendant ce temps-là, vous avez des Français qui essaient de lutter pour leur survie alors qu'ils sont indispensables à notre société. Je veux parler bien évidemment de nos paysans. Les médias les ignorent. Alors soyons plus que jamais à leur côté. Pétition nationale de soutien à nos agriculteurs en révolte. Soutenons-les et donnons de la visibilité à leur combat. Les médias honteusement les ignorent et leur lutte contre le libre-échange européiste et l'escrologie mondialiste dérange le système. Signez et partagez s'il vous plaît. Oui, défendons nos agriculteurs parce que justement à Noël, ce sont eux qui nous préparent nos bons chapons, qui nous préparent nos bons produits de terroir, qui donnent un sens à notre vie parce que c'est notre culture. Et vous avez certains, comment dirais-je, mauvais esprits qui expliquent que les paysans sont richissimes, des milliardaires. Selon l'INSEE, 80% des agriculteurs vivent avec moins de 1 700 € bruts et 40% gagnent moins que le RSA. L'Europe qui nous protège, et non, l'Europe ne nous protège pas. Au contraire, elle fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de produits de mauvaise qualité dans nos assiettes. J'espère que vous avez apprécié ce journal et on va en quelque sorte concentrer tout ce que j'ai pu dire à travers une plaisanterie. Faites attention à ne pas diffuser de fausses nouvelles, laissons ça aux professionnels. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Vous avez peut-être constaté des petits problèmes de caméra. Oui, j'ai beaucoup de problèmes techniques depuis que je suis en France, c'est certainement un hasard. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt.